Avez-vous déjà ressenti un sentiment d'injustice dans votre travail? Savez-vous que certains biais cognitifs et comportementaux peuvent nuire à l'objectivité des décisions? Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir les différentes facettes du concept d'égalité professionnelle dans les organisations avec Thomas Jacot, psychologue du travail à la RAT. En quoi l'égalité professionnelle influence la qualité de vie au travail? C'est ce que nous découvrons maintenant. Et oui, donc nous parlons d'égalité professionnelle dans ce cycle sur la qualité de vie au travail, le 6e épisode de ce cycle avec Thomas Jacot que nous retrouvons avec plaisir aujourd'hui. Bonjour Thomas Jacot. Bonjour Christophe Orlier, merci. Alors nous parlons d'égalité professionnelle aujourd'hui, vaste sujet, donc c'est un sujet que vous portez au travers de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est une émanation de l'Agence nationale. Donc vous avez un travail vraiment de fond auprès des entreprises et des organisations en général, y compris des organisations publiques. Alors cette question de l'égalité professionnelle, on en parle beaucoup. Mais lorsqu'on parle d'égalité professionnelle, finalement, de quoi parle-t-on? Exactement, c'est un vaste sujet. Vous l'avez bien souligné. Un vaste sujet, pourquoi? Parce que ça touche à toutes les couches d'une organisation au travail et ça touche tout le monde, du plus haut au plus petit. Est-ce que le traitement est égalitaire? Est-ce que les ressources sont fournies de façon égalitaire ou juste ou équitable à toutes les personnes? C'est là que on va avoir beaucoup de discussions et là où on peut avoir beaucoup de conflictualité. Donc si on veut travailler dans une organisation saine où tout le monde se parle correctement et sans jugement, eh ben, il faut avoir traité plusieurs questions. On parle par exemple de garantir l'équité de traitement, mais aussi évaluer les indicateurs de mixité. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'égalité homme-femme est encore une quête à atteindre, il y a encore beaucoup de travail. Le sexisme, les discriminations, c'est énorme. Mais aussi tout ce qui va être préjugés et stéréotypes qu'il faut neutraliser, parce que ça va grandement influencer nos décisions, nos cognitions et toutes nos réflexions qui vont suivre. Donc beaucoup de travail et aussi ne pas oublier d'adapter les situations particulières parce qu'un traitement égalitaire n'est pas justifié dans tous les cas. Des fois, il y a des personnes qui ont plus de besoins que d'autres et donc justifier qu'on va apporter une aide supplémentaire à une personne dans le besoin et là, on va être dans le traitement équitable. Alors, c'est donc, oui, effectivement, un vaste sujet parce que s'attaquer aux préjugés, aux stéréotypes, là, alors là, pour le coup, on touche à des dimensions de la perception qui sont difficiles à juger, à estimer. Et pourtant, il faut mettre de la rationalité dans tout ça. Lorsque vous intervenez, j'imagine, dans les organisations, comment est-ce que ça se passe lorsque vous abordez cette question de l'égalité professionnelle? C'est la première étape. Souvent, d'ailleurs, la première étape, c'est l'égalité homme-femme. C'est une obligation légale. Tous les ans, on doit négocier sur un accord égalité homme-femme, comment l'atteindre. Et on doit aussi mesurer, toutes les entreprises de plus de 50 salariés doivent mesurer un index égalité professionnelle et le publier. Cet index, il est composé de 4 critères pour les entreprises jusqu'à 250 salariés et 5 critères pour les plus de 250. On va calculer l'écart de rémunération. C'est sur 40 points, donc on va dire c'est le plus gros critère. Je rappelle que souvent les femmes font 3-4 mois de bénévolat par année, si on compare au salaire des hommes. Les statistiques montrent effectivement ces écarts-là. On a encore du travail là-dessus. Après, il y a aussi les écarts d'augmentation, les écarts de promotion, les écarts, surtout aussi, en cas de retour de congé de maternité. Et oui, si vous prenez un congé maternité et que toute l'organisation continue à s'augmenter, mais pas vous êtes un peu laissé sur le chemin. Et enfin, pour les grandes entreprises de plus de 150 salariés, la parité parmi les 10 autres rémunérations, ça aussi c'est un enjeu pour s'assurer justement de cet équilibre. Alors, cet index EGAPRO, donc ça, c'est un index que vous recommandez. Comment est-ce qu'il a été conçu? Comment est-ce que c'est un index qui a été, c'est pas nous qui l'avons conçu. C'est quelque chose qui a été issu de négociations avec les partenaires sociaux, qui a été validé par l'État et qui aujourd'hui c'est dans la loi. Chaque entreprise de plus de 50 salariés doit calculer son index et le publier et le remettre aussi aux directions du travail. Alors, vous venez de le préciser, mais je me permets de réinterroger
insister, donc dans la loi, il y a une obligation. Toutes les entreprises doivent publier, alors de plus de 50 salariés, doivent publier un index d'égalité professionnelle. Alors je ne suis pas sûr que tous les chefs d'entreprise le sachent. J'espère qu'ils vont nous regarder. J'espère qu'on a des entrepreneurs et des chefs d'entreprise qui nous regardent aujourd'hui. Donc pensez donc que si vous avez une entreprise de plus de 50 salariés, eh bien à publier, puisque c'est un index qu'il faut publier. Il faut le publier, il faut que ce soit accessible et il faut aussi le transmettre à la direction du travail pour qu'ils puissent vérifier que ce soit bien fait. Mais c'est surtout une première base pour nos enjeux d'égalité professionnelle, parce que, comme je vous ai dit, l'écart entre les hommes et les femmes, c'est un des enjeux les plus importants à l'heure actuelle, parce que ça fait l'actualité. Mais il ne faut pas oublier aussi tout ce qu'il y a derrière. Derrière, il y a encore beaucoup d'autres enjeux, par exemple tout ce qui peut toucher à la discrimination des personnes à cause de leur sexualité, à cause de leur genre, à cause de leur origine, que ce soit dans le recrutement, dans la filiation, dans les promotions, dans l'attribution de ressources. Tout ça, ça fait partie aussi de l'égalité, de l'équité de traitement. C'est ça, donc égalité, équité de traitement. Donc est-ce que votre expérience, est-ce qu'en général les entreprises se sentent concernées par ces enjeux sociétaux ? Alors, généralement, tout être humain est quand même concerné par ça, mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Dans tous les cas, s'ils n'y sont pas encore aujourd'hui, il faut absolument les sensibiliser, parce que ça touche à tout ce qu'on va appeler la justice organisationnelle. Et la justice organisationnelle est une thématique, une théorie qui est maintenant bien étayée depuis 1987, avec les travaux de Greenberg, qui a eu une succession d'études qui ont bien montré l'influence sur toute cette thématique ici, donc le bien-être, le comportement organisationnel proactif, tout ce qui va résistance au changement, la confiance qu'ont les collaborateurs, tout ça va être conditionné et déterminé par cette perception de la justice que vont avoir les collaborateurs. Donc on va avoir la justice distributive, c'est-à-dire les ressources qui sont allouées aux personnes. Si moi j'ai un Apple dernière génération alors que le salarié qui est à côté de moi a un vieux Windows de 1987, ça va poser problème et je pense que mon collaborateur va avoir un fort sentiment d'injustice, ce qui est tout à fait légitime. Mais derrière, les conséquences, c'est quoi ? C'est une baisse de son bien-être, une augmentation de son intention de quitter l'entreprise et donc du turnover. On peut aussi avoir des comportements de vengeance, c'est-à-dire que la personne va tirer le frein à main, faire le minimum légal, ou va carrément saboter les enjeux de l'entreprise pour se dire, voilà, je rends justice moi-même. Donc au-delà de la justice distributive, on a la justice procédurale, c'est-à-dire quelles sont les règles d'attribution, par exemple. Qu'est-ce qu'on met en place pour dire, toi, tu seras promu, toi, tu ne le seras pas. Ça, la procédure est vraiment importante. Et encore une fois, c'est pas tant que la procédure est vraiment bien faite, c'est la perception que vont en avoir les collaborateurs. Et enfin, les deux dernières, l'interpersonnel et l'informationnel, c'est deux dimensions souvent assez proches. Donc certains chercheurs en fait qu'une seule. On ne fait qu'une seule dimension dans leur recherche. Des fois, ça peut être intéressant de les découper et de voir justement quelques particularités. Mais l'information, justement, c'est une valeur très forte. Si il se passe des choses dans mon dos, les gens n'apprécient pas. Et en plus, on sait que le traitement de l'information va donner beaucoup de pouvoir à des personnes et pas à d'autres. Donc là encore, s'il y a un décalage dans la perception de l'information, de la façon dont on est informé, ça va influencer notre perception de notre bien-être et de notre volonté de travailler pour l'entreprise. Oui, on sait d'ailleurs qu'un certain nombre de jeux de pouvoir se basent sur l'asymétrie d'information. Ça, exactement. C'est connu. Alors, cette question, d'abord, vous citez des références, ça c'est important pour les personnes qui étudient aussi. On a des étudiants qui nous regardent aussi, et donc, ou des chercheurs, et donc vous avez les références avec les articles de recherche qui sont à la source de cette question des études sur la justice organisationnelle. C'est vrai qu'on peut s'appesantir. Cette notion de justice organisationnelle, est-ce qu'elle dépend de la taille de l'organisation ? Ou est-ce qu'on la rencontre partout ? Dans toute organisation, en fait, que vous soyez association, entreprise privée, entreprise publique, peu importe. Là où il va y avoir des êtres humains en rapport avec un objectif de production, comme au travail, cette notion va jouer comme déterminant sur votre engagement dans le travail, va jouer comme déterminant sur votre côté, on va dire, proactif, c'est-à-dire ma capacité à aider mes collègues, à m'engager dans le travail collectif, à faire développer mon entreprise, à en parler en bien de mon entreprise, c'est-à-dire à faire la promotion de ma propre entreprise.
tout ça va être déterminé par cette perception de justice. Et on le sait encore trop peu aujourd'hui, c'est pour ça que j'invite toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui à aller voir un petit peu les travaux, justement, les articles fondateurs, et tous les articles qui sortent encore aujourd'hui, quotidiennement, pour nous dire, voilà, on voit l'influence de tant de points sur la sensation de bien-être d'un collaborateur qui a un sentiment de justice détérioré. Voilà, il faut ne pas hésiter, pour les personnes qui sont amenées, les chefs d'entreprise en particulier, mais aussi les managers, à aller beaucoup plus loin effectivement dans la compréhension et puis surtout explorer ces travaux de recherche, parce que du coup c'est des fois effectivement très très surprenant, parce que finalement on se pose la question pourquoi une entreprise se montrerait injuste. Elle n'a aucun intérêt à se montrer injuste par rapport à ses salariés. Il peut y avoir des intérêts, mais très rare, c'est très rarement. En fait, c'est souvent, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'intention d'être injuste. C'est souvent un problème, on va dire, le premier problème qui vient, c'est le biais cognitif en fait. Le biais cognitif, pourquoi ? Parce que ça va transformer notre réflexion, ça va transformer notre jugement, et ce qu'on va produire comme décision ne sera pas juste équitable. Le premier biais qui me vient à l'esprit, c'est le biais de disponibilité. Ça porte bien son nom, c'est pour ça qu'il me vient le premier qui vient à l'esprit. Le biais de disponibilité, ça fait que vous allez prendre votre décision sur cette information-là, au milieu de toutes ces informations qui sont là. Donc sur quelques petits éléments saillants, vous allez prendre votre décision et vous allez complètement même pas avoir conscience de toutes les autres informations. Donc comment savoir si du coup c'était la meilleure décision à prendre? Vous ne pouvez absolument pas le savoir. C'est très clairement le cas dans un recrutement, par exemple sur CV. Vous recevez 10 CV, vous allez prendre votre décision sur quoi? Quel CV je garde? Je regarde les compétences. À la rigueur, c'est une bonne chose. Est-ce que les compétences sont en rapport avec ce que je cherche pour mon recrutement? Mais bien souvent, c'est pas là. Le plus saillant, c'est le nom. C'est la photo. C'est est-ce qu'il a travaillé dans la même université que moi? Fait ses études dans la même université que moi. Donc c'est que ces éléments qui sont immédiatement disponibles dans l'esprit de la personne qui va faire le recrutement va alimenter le jugement et nous diriger. Du coup, si on n'a pas un processus pour nous protéger de ça, souvent on se retrouve avec des recrutements qui sont alors justement, ce biais de disponibilité, je pense qu'un certain nombre d'entre nous le découvriront, parce que alors, des biais cognitifs, il y en a beaucoup. Il y a des centaines. Là, vous en présentez un, mais qui est pour le coup très éloquent. Donc, comment est-ce qu'on peut se prémunir d'un tel biais, parce que finalement, on dispose jamais de toute l'information à un moment donné. Comment est-ce qu'on peut éviter ce biais de disponibilité? Déjà, il faut poser les choses, parce qu'on travaille beaucoup dans l'urgence. Le biais de disponibilité, c'est ni plus ni moins qu'un raccourci mis en place par notre cerveau pour pouvoir prendre des décisions rapides et immédiates, parce qu'on travaille toujours dans l'urgence. Donc, si vous prenez des décisions dans l'urgence, sachez qu'il y a très très peu de chances que ce soit une décision juste et équitable. Parce qu'elle sera basée sur des éléments saillants et pas sur l'ensemble des disponibilités. Donc, si on veut neutraliser ça, il faut prendre son temps, construire des processus et s'informer aussi. S'informer pourquoi? Parce que le deuxième effet que je vous ai présenté ici, l'effet du Dunning-Kruger, pas me tromper dans la prononciation. C'est aussi un biais cognitif? C'est aussi un biais cognitif. On a remarqué que quand on a peu de connaissances sur un domaine, c'est-à-dire on est un sujet débutant, on va avoir une très haute confiance dans notre jugement. Il n'y a qu'à faire comme ça, c'est tout simple. Parce qu'on ne connaît pas tous les facteurs du sujet. Dans le travail, un manager qui ne connaît pas forcément le travail de son subalterne, on va dire, de la personne, peut prendre des décisions totalement injustes en lui disant tu as 10 minutes pour faire ça et pas une de plus, parce qu'il ne connaît pas la teneur du travail. Et le salarié va te dire non, 10 minutes, c'est pas possible, il me faut minimum une demi-heure. Donc, s'il veut tenir l'enjeu de 10 minutes, il va saloper le travail et il va se faire engueuler parce que le travail est mal fait. Il doit prendre des risques. Prendre des risques, ça arrive très souvent. S'il veut que le travail soit pas fait, il va prendre une demi-heure et puis il se fait engueuler parce qu'il a pris trop de temps. Donc, dans tous les cas, le salarié est perdant. Donc, vous voyez le sentiment d'injustice monter en flèche. Le genre de climat social que ça peut créer, détériorer. Et l'incompréhension que ça amène. Donc ça peut aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire que le salarié peut avoir un jugement sur son manager complètement déformé, parce qu'il n'a pas conscience de ce que c'est qu'être manager, de toutes ses implications de travail. Il n'en a qu'une idée du niveau débutant, mais il va avoir très haute confiance dans son jugement en disant que les managers, ils font n'importe quoi. Et on voit que la courbe monte
Alors ensuite, on retrouve un niveau de confiance, mais après beaucoup de temps. La bonne nouvelle, c'est que ça descend vite, justement. C'est-à-dire qu'on se rend rapidement compte qu'on ne maîtrise pas de choses, donc la confiance dans notre jugement descend vite, et après, ça remonte progressivement en fonction de notre acquisition des connaissances. Est-ce que finalement ce biais-là n'est pas un biais nécessaire pour la survie de l'espèce finalement depuis l'origine? C'est-à-dire que si dès le départ on avait conscience des risques que l'on prend, on n'engagerait jamais aucune action. Exactement, oui. Il y a une logique développementale derrière tout à fait normale. Il ne faut pas croire que ce soit quelque chose de mal, ces biais de cognitifs. Ils se sont mis en place au cours de l'évolution parce qu'il y avait des enjeux de survie derrière et c'est impératif. On ne peut pas toujours, on ne peut pas tout savoir. Donc, et puis des fois, il faut prendre des décisions quand même avec peu de connaissances. Donc c'est un moindre mal, on va dire, mais il faut y aller. Il faut y aller. Maintenant, savoir que ça existe, effectivement, et je pense qu'avec la maturité, l'expérience, la plupart des personnes prennent conscience qu'effectivement, voilà, je veux dire, cet excès de confiance en général, voilà, ça c'est le perd. S'il y a un truc à retenir, retenez bien que il ne faut jamais avoir confiance en son jugement. Mais c'est souvent d'ailleurs lorsque justement dans ces phases-là qu'on rencontre aussi des accidents professionnels ou dans d'autres disciplines. Oui. Quelqu'un qui a un peu d'expérience dans un domaine qui d'un seul coup va avoir un accident parce que justement il y a un excès de confiance. On va se sentir pousser des ailes, on va dire non mais c'est bon, je l'ai vu faire une fois, je sais faire, et hop, on touche le domino, on se fait électrocuter. Voilà, donc attention, et ça vient plus vite qu'on ne le croit. Malheureusement, le problème du choc électrique est un bon exemple. Ça arrive très fréquemment, justement, à cause d'une méconnaissance du danger électrique. Donc poursuivons. Alors, je trouve que cette partie des biais, évidemment, nécessite d'être interrogée. Toujours par rapport à cette question d'égalité professionnelle. Alors, comment est-ce qu'on peut, dans une organisation, accompagner les entreprises, accompagner les managers pour que, se prémunir de ce dont on vient de discuter, et faire en sorte que cette égalité professionnelle puisse être le plus réussie possible? Effectivement, vous l'aurez bien compris, tout l'enjeu derrière, c'est déjà de comprendre qu'on ne peut pas avoir confiance en notre jugement seul. Donc, il faut avoir du soutien. Sachant que la neutralisation de biais comme ça, il faut des processus, puisque le seul moyen de savoir si notre décision a été juste ou pas, ce serait d'avoir une analyse objective, impartiale, par un tiers extérieur, sans conflit d'intérêt. Vous voyez les difficultés de réunir toutes ces conditions. Au quotidien d'une entreprise, c'est pas possible. Donc, on va essayer de trouver des alternatives. Mais ces alternatives, surtout, il ne faut pas les trouver seules, parce que, encore une fois, cette notion de justice organisationnelle, c'est une histoire de perception. Est-ce que je sens que est-ce que je perçois la justice dont je fais, ou l'injustice dont je suis victime, comment je l'aperçois et par rapport à quoi? Parce que forcément, il faut des points de repère pour savoir. Donc ces points de repère sont importants. Et ensuite, il va falloir commencer à faire un petit peu l'état des lieux. C'est ce qu'on fait dans une démarche de qualité de vie au travail, encore une fois. Si on fait cette démarche en plusieurs étapes, c'est pas pour rien. C'est parce que d'une part, ça va vous permettre de cadrer, c'est-à-dire de poser les bases de ce qu'on entend, je fais un meilleur rond, de ce qu'on entend par justice organisationnelle ou plutôt par égalité professionnelle. Donc, je préfère même dire égalité et équité, parce qu'un traitement égal n'est pas toujours adapté. L'état des lieux, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que nos processus peuvent nous garantir une décision éclairée du manager et juste aux yeux de ses collaborateurs? Donc on se pose la question, et on pose la question aux collaborateurs, aux managers, etc. Une fois qu'on a cet état des lieux, ou par exemple dont fait partie l'index EGAPRO dont on vient de parler, est-ce que c'est opérationnel, ou est-ce que ça peut être amélioré, ou est-ce que c'est à créer carrément, parce que justement, jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas de processus de recrutement, et les personnes qui ne sont pas recrutées vivent une grande injustice, et vont parler en mal de l'entreprise où ils sont venus. On va expérimenter à ce moment-là. On conçoit une expérimentation, on imagine un nouveau processus où on va assurer au candidat qu'il aura un traitement équitable, de façon à ce que ceux qui ne soient pas recrutés parlent en bien de l'entreprise, et que ceux qui soient recrutés aient vraiment confiance dans le recrutement en se disant j'ai été recruté parce que j'ai de bonnes qualités, donc je vais pouvoir m'engager tout de suite dans le travail. On teste, on voit si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, on ajuste pour arriver à final quelque chose de finalement opérant, et on pérennise, encore une fois, profitez-en, faire des accords. Vous avez des accords obligatoires à négocier, ça rentre dedans en plus, profitez-en, mettez ça là-dedans. Faites en sorte que votre temps de négociation obligatoire devienne du temps utile.
Et là, on est sur une dimension la plus louable qui soit et la plus utile pour toutes les entreprises. Alors justement, est-ce que vous intervenez auprès des partenaires sociaux justement sur ces sujets? Parce que finalement, ils ont un rôle majeur dans cette démarche. On essaye justement d'agir, de rapprocher cette notion de qualité de vie au travail aux partenaires sociaux aussi, de les engager dedans, parce qu'ils ont leur mot à dire, vu qu'ils sont en contact du terrain, c'est eux qui portent les revendications, ce qui est nécessaire. Eh ben, on peut transformer ça aussi en terrain fertile de développement, de co-développement du travail futur. Donc c'est pour ça que quand on organise une démarche de qualité de vie au travail, eh ben, on l'organise en groupe, c'est-à-dire soit on monte un comité de qualité de vie au travail, soit on utilise un comité déjà existant mais qui n'était pas trop opérationnel et donc on le retransforme, et on organise le dialogue avec les IRP, donc les représentants du personnel, avec la direction, avec les concepteurs techniques. Donc cette discussion vous permet déjà de poser les bases, de faire l'état des lieux, et ensuite on va interroger toutes les personnes sur le terrain. Donc on les interroge, on les fait participer, on crée des groupes de travail. Si vous devez établir un nouveau processus, ne le faites pas vous-même de tout en haut. Demandez à un groupe de travail de se pencher dessus, de vous faire des propositions. Vous voyez les propositions opérationnelles qui rentrent dans votre cadre de travail, cadre législatif, cadre opérationnel ou le cadre de marché, parce que forcément il y a des enjeux de marché derrière. Et si ça répond à tous les enjeux, eh bien on se lance, on avance et on progresse. Et c'est ça qui va vous garantir que vous progressez dans le bon sens avec l'engagement de toutes les personnes. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité, puisque beaucoup d'entreprises se plaignent d'avoir de grandes difficultés de recruter ou de conserver le personnel. On parle de pénurie de main-d'œuvre, alors qu'il y a énormément de personnes qui pourraient travailler. Mais vu le sentiment d'injustice qui a été exacerbé pendant cette crise sanitaire et le re-questionnement du sens au travail, aujourd'hui, beaucoup de personnes préfèrent abandonner le salariat, se lancer en indépendant, faire du boulot peut-être moins payé pour avoir plus de sens, ou voire carrément se précariser et dire non mais moi plus jamais je veux revivre ça, tant pis si je suis au RSA, mais au moins je garde mes valeurs. Alors oui, ça c'est vraiment pour le coup. Alors donc puisque nous sommes en France, nous avons aujourd'hui un tissu économique qui est construit autour de très petites entreprises. Comment est-ce qu'une telle démarche peut se mettre en œuvre dans une très petite entreprise? Alors dans une petite entreprise, effectivement, on ne va pas faire un gros comité comme ça exactement. Mais imaginez que vous avez une petite entreprise de 5 ou 10 salariés. Et ben, à chaque fois que vous avez une petite réunion d'équipe, gardez-vous un quart d'heure, une demi-heure pour se dire, tiens, on avait dit qu'on parlerait entre nous de cette thématique d'égalité professionnelle. Et ben, on va poser un petit peu les choses sur la table. Donc on organise soit un binôme, un trinôme qui va bosser sur une question, c'est-à-dire sur les est-ce que tout le monde sent un traitement équitable? Est-ce que tout le monde sent que les processus mis en place pour répartir le travail est équitable? Est-ce que les informations sont transmises de façon équitable ou est-ce qu'il y a des problématiques? C'est l'occasion de poser ça sur la table. Donc après, évidemment, dans une petite entreprise, c'est pas toujours évident, parce que si je le pose sur la table, tout de suite, je suis identifié. Donc on sait que c'est moi qui a posé les trucs sur la table. Donc, il faut que le chef d'entreprise soit moteur dans cette démarche. C'est valable, finalement, on peut comparer la petite entreprise et le service dans une organisation, on va dire, publique ou semi-publique. Enfin, un service où on a 10, 15 personnes, on a finalement les mêmes questionnements. On peut avoir les mêmes questionnements c'est exactement ça. D'égalité ou voire même de justice. Ça se passe à tous les étages. Vous avez une équipe de 2 personnes, et ben, il peut y avoir une rivalité entre les deux et qui va créer de l'injustice, ou il peut y avoir des dissensions parce que, encore une fois, l'un n'a pas le même matériel que l'autre. Rien que ça pourrit tout de suite le climat de travail. Et après, ça peut être entre les strates, entre les managers et les niveaux en dessous. Si le manager dit moi j'ai des responsabilités comme ça. Et j'ai à peine un salaire supérieur à peine aux autres. Et encore, quand ils ont leur prime, je suis au même niveau, voire en dessous. Ça arrive. Donc le manager se sent vraiment désavoué. Et ça touche la dimension de justice organisationnelle. La question, c'est la capacité d'agir aussi derrière ça. Et quelquefois, c'est compliqué de pouvoir régler une situation d'injustice dans des organisations un peu complexes. Alors, vous proposez par ailleurs un accompagnement, un kit méthodologique. Voilà, le but de notre réseau, c'est d'innover, de créer, d'identifier des bonnes pratiques et de les diffuser. Parmi tout ça, pour l'égalité professionnelle, pour les petites entreprises, ça peut être pour les entreprises de 50 à 250 salariés, ça peut être des fois compliqué de prendre le temps d'évaluer cet index. Donc, on a construit un kit méthodologique, facile à prendre
prendre en main, qui vous permettra d'évaluer vos écarts, mais en plus de faire des petits graphiques très faciles pour que ce soit clair pour tout le monde. D'accord, donc c'est un outil qui est en ligne, c'est ça à télécharger. Vous le téléchargez, voilà, vous le téléchargez, vous le renseignez, et après ça vous sort les graphiques. C'est assez simple à prendre en main, parce qu'il n'y a rien de bien compliqué. Mais surtout, c'est que derrière, on fait des propositions stratégiques, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, à partir de ça, vous dire, bon, bah, comment ça se fait que dans le recrutement, on recrute une femme sur 10 hommes. Est-ce que c'est normal? Première chose à se compter. À se poser, première question à se poser, qu'est-ce que je reçois comme CV? Est-ce que je reçois que les CV d'hommes? Ou est-ce qu'il y a un biais d'emblée du recruteur qui choisit les hommes en privilégié? Donc, on se pose ces questions-là. Si je reçois que 90% de candidatures hommes, bon, on va se dire c'est logique d'avoir que 10% de femmes du coup. Mais après, on peut essayer d'aller creuser un petit peu plus loin en se disant bon, bah, on va peut-être aller voir dans les écoles, les universités, etc. Pourquoi j'ai un ratio aussi déséquilibré. Les viviers ne sont pas toujours les mêmes, effectivement. Exactement. Hein. Moi, dans mon fac de psychologie, j'étais le seul homme. Donc, du coup, aujourd'hui, vous allez consulter un praticien en psychologie, c'est souvent des femmes, forcément. Mais bon, bah, après, ça s'équilibre petit à petit, parce que on voit même dans certains métiers, ça s'inverse. Le but, c'est de trouver un petit peu l'équilibre. La population humaine est assez équilibrée entre hommes et femmes, et il est tout à fait logique qu'après, si on arrive à se défaire des normes sociales et des préjugés et stéréotypes, il est tout à fait logique qu'on voit la même représentation homme-femme dans chaque couche du travail ou de chaque couche de la société. Bon, là, on va dire c'est un monde idéal. On n'en est pas là, je pense. Et il y a aussi quelquefois des appétences particulières pour certains métiers en fonction du genre auquel on appartient. On n'est pas tous. Bien sûr. Mais après, c'est pour ça que cette notion d'égalité, elle interroge quand même aussi. Au-delà de ça, des questions peut-être plus philosophiques, mais on y reviendra peut-être par la suite, parce que ça mérite d'aller beaucoup plus loin sur cette question de l'égalité, et quelle différence, égalité, équité, comment est-ce qu'on peut... Mais enfin, dans les organisations sont de plus en plus sensibles à ces questions-là. On voit à l'université, par exemple, c'est un sujet qui est systématiquement interrogé sur cette question de la représentation dans les comités, etc., l'égalité. Voilà, donc en fait, on a, pour cela, vous allez donc effectivement avoir à mener des négociations ensuite. Alors comment mener ces négociations, comment les alimenter au niveau de la réflexion? C'est exactement ce qu'on a voulu faire à travers un 10 questions. Un 10 questions, en fait. On se pose les 10 questions de base pour réussir notre négociation et qu'elle soit opérationnelle derrière. C'est-à-dire... est-ce qu'on a déjà identifié une méthode pour réduire les écarts qu'on a repérés à travers notre index EGAPRO, par exemple? Comment on peut l'associer avec notre stratégie, si elle est déjà en place, de QVCT, donc qualité de vie et des conditions de travail? Comment on va pouvoir les intégrer dans le dialogue social aussi, parce que encore une fois, de toute façon, c'est des négociations annuelles obligatoires, donc il va falloir intégrer les travaux de votre démarche QVT dans le dialogue social pour que ce soit transformé en accord par la suite et que ce soit ancré dans le marbre, comme ça on n'a plus besoin d'y revenir. Et on passe au chantier suivant, parce que ça s'arrêtera presque jamais, ça va suivre l'évolution de la société, donc ce sera constant. La première question la plus importante, prévenir le sexisme. Trop souvent dans les organisations de travail, c'est encore trop quotidien. Le sexisme quotidien est un enfer pour ceux qui en sont victimes. Que vous soyez une femme, un homme, ou un homme un peu efféminé, ou une femme un peu masculine, trop souvent on a encore la petite blagounette du matin, le petit tour de passe-passe, le petit... Oui, quelquefois dit sur un ton humoristique, mais qui finit par effectivement poser... Quand vous vivez ça quotidiennement, parce que forcément, vous n'êtes pas victime. Pour vous, c'est pas une injustice, c'est juste une blagounette. Une blagounette 10 fois par jour pendant toute une semaine, c'est un peu lourd. Et c'est surtout que la personne qui en est victime, qui ressent cette lourdeur-là, si peu qu'elle soit surchargée de travail et une vie personnelle un peu compliquée, ça va faire déborder le vase. Alors ça peut être le sexisme, ça peut être l'appartenance ethnique, ça peut être... je veux dire, c'est vrai. Et là, on s'étonne de se dire, j'ai lancé une blague, la personne, elle pète les plombs. Oui, c'est justifié, oui, parce que ça a fait déborder un vase qui est déjà trop plein. Un vase qui est déjà trop plein. Voilà.
Donc en fait, ces questions. Donc il y a de moyens. Vous avez pour ça un site sur le site de l'ARACT et de l'ANACT. N'hésitez pas à aller sur le site aract.fr ou l'ANACT. Donc l'ARACT Réunion, c'est le site local pour avoir des informations locales. L'ANACT, c'est national. Vous allez avoir beaucoup d'informations, beaucoup de ressources, beaucoup de jeux pédagogiques, de témoignages d'expérience ou de guides conseils comme nourrir les négociations. Tout ça va vraiment vous aider à acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour traiter cette dimension de l'égalité professionnelle, comme on a vu, pour avoir donc justement des décisions plus éclairées, et ensuite pour développer une véritable stratégie qui va vous permettre d'améliorer cette perception de justice organisationnelle et donc l'engagement de vos employés et aussi l'image que vous allez produire de votre entreprise. Aujourd'hui, si vous voulez recruter, il faut que votre entreprise soit séduisante. Absolument. Ça, il y a une compétition, effectivement, aujourd'hui, et je pense que beaucoup d'entreprises l'ont bien compris. Exactement. Alors, c'est passionnant, Thomas Jacot, mais le temps passe très, très vite. Cette question d'égalité professionnelle, on l'a compris, est de la plus haute importance, et donc va forcément jouer sur la performance. On l'a vu que l'ensemble de ces dimensions joue sur la performance de l'entreprise et sur son image. Alors, c'est le sixième épisode, il en reste un, donc qui traitera du management participatif. Alors, de quoi parlera-t-on la prochaine fois ? Vous l'aurez compris, à travers chaque thématique qu'on a abordée, on a parlé collectif, on a parlé de comment faire pour faciliter l'information et la diffusion. Et tout ça, forcément, ça se fait de façon participative. Ce sera difficile, dans un système de management autoritaire ou autre, d'avoir tous ces échanges constructifs pour construire l'avenir de l'entreprise et le développement des personnes qui y travaillent. Donc, le management participatif, ça fait forcément des questions à intégrer. Alors, la qualité de vie au travail et le management participatif, donc le thème de la prochaine émission, du prochain épisode, le 7e et avant-dernier de la série, puisqu'il y aura un épisode récapitulatif où on réabordera un petit peu toutes les questions. Vous avez vu, ce sera l'occasion justement d'aborder le fameux C que vous venez de voir à la diapo juste avant. QVCT. Voilà, on est depuis l'accord interprofessionnel de 2020 sur la santé au travail. On a rajouté le C pour rappeler que la qualité de vie au travail, ça passe aussi par les conditions de travail. Donc QVCT, c'est indispensable. Ouais. Eh bien, joli menu pour les prochains épisodes. En tous les cas, merci beaucoup Thomas Jacot pour l'ensemble de ces éclairages et cette émission passionnante. Et puis, rendez-vous à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir à toutes et tous.